Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 28 mai. Plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres blessés au 600e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas annonce être parvenu à un accord avec l'émissaire américain pour le Proche-Orient Steve Witkoff sur un cadre général visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. La 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott prend fin avec la signature de plus de 40 mémorandums d'entente entre des opérateurs économiques algériens et mauritaniens. Et dans le conflit russo-ukrainien, alors que Moscou et Washington mettent en garde contre l'éclatement d'une troisième guerre mondiale, Berlin envisage de produire conjointement aux côtés de Kiev des missiles sans limitation de portée. Bonsoir à tous. Plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés au 72e jour de la reprise par l'entité sioniste de son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que les corps de 28 martyrs et 179 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 50 084 martyrs et 123 308 blessés, le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023. Cette journée marquant le 600e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza ne déroge pas à la règle. Du nord au sud de l'enclave palestinienne, les victimes se comptent par dizaines. Asma Laïda. Une foule nombreuse s'est rassemblée ce mercredi dans la bande de Gaza pour accompagner les dépouilles de Palestiniens tués par les forces d'occupation sionistes dans une nouvelle agression génocidaire sur plusieurs régions faisant plusieurs dizaines de martyrs au 72e jour de la reprise du génocide sioniste. Les forces d'occupation ont commis 2 massacres contre 2 familles dans le nord et le centre de la bande de Gaza, faisant au moins 15 martyrs, dont des enfants et des femmes. Dans le quartier de Seftawi, 9 Palestiniens sont tombés en martyrs et 15 autres ont été blessés dans une frappe aérienne de l'armée sioniste ayant visé une maison. La guerre d'extermination israélienne se poursuit dans la bande de Gaza. Israël mène depuis 600 jours une politique d'extermination et une politique de famine contre notre peuple. Ce qui est arrivé à Oussama, c'est qu'il est photojournaliste. Les forces de l'occupation israélienne ont pris pour cible sa maison dans le quartier de Saftawi sans avertissement préalable. Toujours au nord cette fois-ci, à Jabalia, 5 martyrs ont été signalés à la suite d'un bombardement ayant ciblé un point de chargement. En milieu de journée, 4 martyrs sont tombés dans un bombardement ayant ciblé les abords de l'école Tab'in à Aï Daraj. Même bilan dans la région de Beni Sihila. À l'est de Khan Younes, un groupe de citoyens appartenant à la famille Debour a été ciblé par un bombardement sioniste. Chaque jour, les Palestiniens se réveillent sur les fracas des bombes, des obus et des balles. Des images insoutenables qui en disent long sur la souffrance endurée par les Palestiniens durant près de 2 ans. Le raid a eu lieu vers 2 heures du matin. Une frappe directe de F-16 a détruit la maison entière et l'a rasée. Ce tir visait des personnes innocentes et en sécurité, des enfants et des femmes dormant tranquillement chez eux. Mais les horreurs ne s'arrêtent pas là. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a révélé que l'entité sioniste cible les civils à la recherche de nourriture pour le 2e jour consécutif en tuant 6 personnes au niveau d'un point de distribution d'aide. Après leur avoir enjoint de s'y rendre, 7 autres personnes sont toujours portées disparues. Le bourreau sioniste commet chaque jour des massacres épouvantables contre le peuple palestinien qui subit une campagne de nettoyage ethnique et de déplacement systématique. Et nul n'est hors de danger à Gaza. Ce mercredi, au moins 3 Palestiniens ont été froidement assassinés par balle par les forces de l'entité sioniste alors qu'ils tentaient désespérément de percevoir des aides humanitaires à l'ouest de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza.
Et je vous le disais en titre, le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce mercredi être parvenu à un accord avec l'émissaire américain pour le Proche-Orient Steve Witkoff sur un cadre général visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Outre un cessez-le-feu, l'accord prévoit un retrait total des forces de l'occupation sioniste de Gaza et l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire. Il prévoit également la création d'un comité de professionnels chargé de gérer les affaires de Gaza une fois le cessez-le-feu instauré. Selon les termes de l'accord, le Hamas a affirmé qu'il libérait 10 détenus israéliens vivants et les dépouilles de plusieurs autres en échange d'un nombre de prisonniers palestiniens convenus mutuellement et garantis par des médiateurs. Et comme mentionné au début de ce journal, cela fait maintenant 600 jours que les forces de l'entité sioniste tuent sans relâche, affament et déplacent les Palestiniens à Gaza. 600 jours de génocide sous toutes les formes possibles et imaginables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le point avec Kherdin Batash et Leila Gertal. 18 000 enfants, 12 400 femmes, près de 8 000 mères tuées ou encore 15 000 massacres recensés, dont 14 000 ayant ciblé des familles et leurs maisons. C'est ce que pèse en vie humaine. 600 jours de génocide sioniste contre la bande de Gaza, devenue la plaie béante d'un monde hypocrite démasqué. 600 jours de génocide contre des civils isolés menés par une machine de guerre ayant usé jusqu'à la démesure des méthodes de guerre les plus barbares, les plus abjectes dirigées contre les êtres les plus vulnérables au monde, à commencer par les enfants, cible préférée des sionistes, parmi lesquels 932 nourrissons de moins d'1 an et 356 nouveau-nés ont été faits martyrs. Mais la polydipsie sanguinaire de l'entité sioniste durant 600 jours de massacres documentés ne s'arrête pas. Évidemment pas là. Israël a littéralement effacé des registres de l'état civil 2483 familles, faisant 7120 martyrs. 5620 autres familles exterminées n'ont pu laisser qu'un seul de leurs membres à la postérité, avec un total de 10 151 martyrs. Une entreprise génocidaire sioniste, ce sont aussi 1580 membres du personnel médical, 115 secouristes, 220 journalistes et 715 humanitaires et policiers, tous faits martyrs du bourreau sioniste. Un génocide à caractère multidimensionnel utilisant la faim comme arme de guerre pour creuser les tombes de 58 personnes mortes d'inanition, parmi elles 53 enfants, alors que 242 cas de mort par malnutrition ont également été enregistrés. 600 jours de génocide ont assombri le présent de Gaza, mais également les horizons de milliers d'innocents, à commencer par plus de 123 000 blessés, parmi lesquels 17 000 personnes invalides. Sans oublier les 42 000 orphelins qui devront affronter tout seuls un monde sans pitié. Au volet diplomatique, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce mercredi son briefing mensuel régulier et des consultations à huis clos sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, axée notamment sur l'escalade des agressions sionistes contre la bande de Gaza. À ce sujet d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a dénoncé le ciblage des enfants par les forces israéliennes, citant notamment le drame qu'a vécu la pédiatre Ala Al-Najjar, qui a vu arriver les corps de 9 de ses enfants à l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes, où elle travaille. Le matin du vendredi 23 mai, la docteure Ala Al-Najjar a quitté sa maison pour aller prendre son service à l'hôpital Nasser. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle disait au revoir à 9 de ses 10 enfants. Cette pédiatre a consacré sa vie à sauver des vies d'enfants. Et c'est aujourd'hui une mère endeuillée, contrainte d'aller identifier les restes calcinés, les corps calcinés de ses propres enfants, ses fils et ses filles. Ces corps qui se trouvaient aux urgences
dans ces mêmes couloirs où, grâce à son travail, elle avait auparavant donné de l'espoir à d'autres. Ammar Benjama a aussi souligné devant le Conseil de sécurité que personne n'échappait à la mort à Gaza, ni les femmes, ni les enfants, ni même les médecins. Personne n'est épargné à Gaza. Ni les docteurs, ni les enfants, ni les personnes déplacées, ni même l'espoir. Monsieur le Président, les chiffres ont perdu tout leur sens. Que signifie le fait de dire 18 000 enfants, 18 000 enfants tués? Ce ne sont pas seulement des chiffres. Nous parlons là de vie, de rêve. Nous parlons là de voix, de visages, de jeux d'enfants anéantis. Et entre-temps, les Gazaouis continuent d'être asphyxiés par un blocus total imposé par l'entité sioniste. Malgré les pressions internationales, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a d'ailleurs souligné que la levée du siège humanitaire ne devait plus être retardée et que le temps pressait pour éviter la famine dans l'enclave palestinienne. Le modèle de distribution de l'aide proposé par Israël n'est pas conforme aux principes humanitaires fondamentaux. Il priverait une grande partie de la population de Gaza, particulièrement vulnérable, d'une aide dont elle a désespérément besoin. Nous avons vu hier des images choquantes de personnes affamées se bousculant contre les clôtures, cherchant désespérément de la nourriture. C'était chaotique, indigne et dangereux. It was chaotic, undignified and unsafe. S'agissant du financement, cette fois de l'UNRWA, Lazzarini a reconnu que l'agence onusienne se trouvait dans une situation critique. Very briefly. Concernant le financement, très brièvement, la situation financière de l'UNRWA est désespérée. Nous avons un besoin urgent d'un soutien financier supplémentaire si l'agence veut maintenir toutes ses opérations après juin. L'entité sioniste a une fois de plus mené des raids au Yémen en ciblant l'aéroport de Sanaa, comme le montrent les images qui vont suivre. Les missiles de l'entité sioniste ont complètement détruit le seul avion sur le tarmac. L'explosion a généré d'épais panaches de fumée noire visibles à plusieurs kilomètres avant d'être éteints. Je vous en parlais en titre, plus de 40 mémorandums d'entente couvrant plusieurs secteurs ont été signés ce mercredi à Nouakchott, en Mauritanie, entre des opérateurs économiques algériens et mauritaniens en vue de renforcer la présence des produits algériens sur le marché mauritanien. La cérémonie de signature des accords s'est déroulée en marge de la 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott, ayant pris fin ce mercredi. Dans l'actualité également, le ministre d'État algérien, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a participé ce mercredi par visioconférence aux réunions ministérielles de l'OPEP et de l'OPEP+. À cette occasion, les 22 membres de l'OPEP+ ont décidé notamment de maintenir la réduction volontaire de leur production pétrolière jusqu'en fin 2026 en vue d'assurer la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier mondial. En parlant d'énergie, l'Algérie a été élue en tant que membre du comité exécutif de l'Union internationale du gaz, et ce à l'occasion du 29e congrès mondial du gaz qui s'est tenu à Pékin. En Algérie, toujours des tentatives d'introduction de plus de 18 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec lors d'opérations exécutées par des détachements combinés de l'armée nationale populaire et des services de sécurité durant la période du 21 au 27 mai, selon un bilan opérationnel de l'armée nationale populaire.
Et toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic en Algérie, les services de la police judiciaire, de la sûreté de la wilaya d'El Mrayel ont saisi près de 20 000 comprimés psychotropes et interpellé 7 individus selon la Direction générale de la Sûreté nationale. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, l'Iran pourrait autoriser l'AIEA à envoyer des inspecteurs américains sur les sites iraniens si les négociations entre Téhéran et Washington réussissent. C'est ce qu'a précisé ce mercredi le chef du nucléaire iranien Mohammad Eslami à la veille d'un 6e round de négociations sur le nucléaire iranien. Dans les conditions actuelles des négociations nucléaires, si certaines questions sont soulevées, des accords sont conclus et les demandes de l'Iran sont prises en compte. Nous sommes ouverts à considérer l'autorisation d'inspecteurs américains par l'intermédiaire de l'agence nucléaire de l'ONU, l'AIEA, à ce moment-là. Et après plusieurs rounds de négociations plus ou moins prometteurs entre Russes et Américains concernant le dossier ukrainien cette fois, l'heure est aux invectives de part et d'autre, n'écartant pas les risques d'éclatement d'une 3e guerre mondiale. Le point avec Safwan Ben Sabri. Avant son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait promis de régler la question ukrainienne en 24 heures. Une promesse aujourd'hui difficile à tenir. Après une période où les négociations semblaient aller bon train entre les deux puissances, l'heure est désormais aux invectives. Donald Trump avait accusé mardi le président russe d'être fou dans un post sur son réseau social. Le président Trump a aussi accusé Vladimir Poutine de jouer avec le feu, un jour après que ce dernier a affirmé envisager d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie pour ses bombardements en territoire ukrainien. Un jour après avoir envisagé d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie pour ses bombardements en territoire ukrainien. Mais après 4 mois de menaces superflues contre Poutine, il restait encore à déterminer si les derniers propos virulents de Trump étaient le signe d'une nouvelle phase plus agressive contre la Russie ou d'une manœuvre dans les négociations russo-américaines. Les dernières attaques en date du président américain, typiquement made by Trump, n'ont pas laissé indifférent à Moscou. C'est l'ancien président russe Dmitri Medvedev qui est monté au créneau aujourd'hui, dans un post sur X où il met en garde Donald Trump contre une 3e guerre mondiale, alors que le président américain semble perdre patience face au Kremlin. Selon plusieurs sources, il n'est pas exclu que le président américain mette en place des sanctions contre Moscou, qui pour l'instant temporisent. Et je vous en parlais en titre, malgré les efforts entrepris pour un éventuel accord de paix russo-ukrainien, l'Allemagne et l'Ukraine envisageraient de produire conjointement des missiles sans limitation de portée. L'annonce a été faite ce mercredi par le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin. Aujourd'hui, nos ministres de la Défense signeront une déclaration d'intention concernant l'acquisition de systèmes d'armes à longue portée fabriqués en Ukraine, appelés systèmes de tir à longue portée. Il n'y aura aucune limitation de portée. Cela permettra à l'Ukraine de se défendre pleinement, y compris contre des cibles militaires situées hors de son territoire. Allez, on termine avec du sport football. L'Algérie affrontera en amical le Rwanda et la Suède les 5 et 10 juin prochains, respectivement à Constantine et Stockholm. En prévision de ces 2 dates, le sélectionneur national Vladimir Petkovic animera demain à 11h une conférence de presse au stade Nelson Mandela à Alger. Le coach des Verts doit notamment dévoiler la liste des joueurs convoqués. Il s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet dans une interview diffusée sur la chaîne de la Fédération algérienne de football, dont voici un extrait. Vedere sempre prossima partita, prossimo stage
Pour le prochain stage, le plus important, c'est d'être concentré. Ensuite, nous, en tant que staff, nous devons faire des analyses, mettre en place une stratégie sur le long terme. Mais pour l'équipe, l'essentiel est d'arriver aux 2 matchs de juin dans les meilleures conditions possibles, bien préparés, en cherchant à nous améliorer et à gagner les matchs. Parce que nous savons qu'une victoire en amène une autre. Elle aide l'équipe à grandir, à nous donner de l'élan. Cette confiance qui permet de faire les choses plus facilement, de travailler encore plus, mais aussi avec le sourire. Notre premier objectif, c'est de bien faire en juin, de profiter de cette période, de ces 2 matchs pour structurer certaines choses et analyser encore notre jeu. Quand les qualifications pour la Coupe du Monde reprendront au mois de septembre, on veut arriver avec des victoires derrière nous pour atteindre le résultat souhaité, celui que nous voulons tous, la qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, et avant de nous quitter, pour rappel, l'Algérie affrontera en amical le Rwanda et la Suède les 5 et 10 juin prochains, respectivement à Constantine et Stockholm. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.